Au sommaire de ce journal, à quelques heures de la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment au Parc des expositions d'Abidjan, les acteurs du secteur des États membres de l'UEMOA se concertent pour mieux relever les défis en Afrique. Célébration de la réussite de la 6e promotion d'experts en ingénierie du genre, la CUF-POD entend souligner l'importance de l'égalité entre les genres à travers une formation innovante. Et le samedi dernier, la 5e édition des Awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines a récompensé les entrepreneurs les plus méritants de l'année. Plus de détails dans ce journal. Vous êtes sur la chaîne Utile, au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire accueille la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment au Parc des expositions d'Abidjan. À quelques heures de ce salon, des professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'habitat des États membres de l'UEMOA se concertent pour mieux relever les défis en Afrique. Une rencontre souhaitée par l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire qui vise une architecture de qualité. Zénab Dosso et Tima Traoré. Plus que quelques heures pour Archibat 2023. Salon de l'architecture et du bâtiment. Occasion pour les membres des ordres des architectes de l'UEMOA de se réunir pour penser de nouvelles façons de construire conformément aux exigences du secteur. C'est tout l'intérêt de cette session extraordinaire souhaitée par l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire sous l'égide de la commission de l'UEMOA. Elle vise à renforcer l'implication des architectes pour participer à l'élaboration d'un cadre de vie de qualité dans une logique de développement durable. La commission de l'UEMOA est aux côtés du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et de la conférence pour que les projets qui sont portés par la conférence puissent être mis en œuvre pour en tout cas améliorer les conditions d'exercice de la profession d'architecte dans notre espace communautaire. Car nous croyons fermement que la réussite de nos différents États dans le circuit du développement économique, social, culturel repose sur une parfaite adhésion de tous les corps de métier et surtout en ce qui nous concerne des architectes. Donc nous avons, avec le soutien de la Commission, obtenu cette session extraordinaire ici à Abidjan. Les participants à cette session extraordinaire se disent prêts à accueillir l'édition 2023 de Archibat pour relever ensemble les défis d'une architecture durable. Face aux différents défis auxquels le monde est confronté, nous avons l'obligation d'intégrer le durable, le respect de l'environnement dans tout ce que l'on conçoit. La conférence extraordinaire des ordres des architectes de l'UEMOA a enregistré la présence des pays tels que le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Togo. L'entreprise Kay Abidjan, créée en 2021, est un centre d'affaires qui propose des solutions pour les entreprises qui désirent s'installer en Côte d'Ivoire, spécialement les entreprises tunisiennes. Kay Abidjan a reçu la visite d'Habib Amar, chef de la division technique du projet Employment for Youth Industry 4.0 pour favoriser l'emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d'Ivoire. Un projet de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Le point avec Philippe Zabo et Richard Akeke. The Key en anglais ou la clé en français est l'objet qui ouvre les portes. Key Abidjan, une entreprise créée par des Tunisiens, ouvre les portes de la Côte d'Ivoire aux entreprises qui veulent s'y installer, particulièrement les entreprises tunisiennes et vice-versa. Key Abidjan, c'est un centre d'affaires qui accompagne les entreprises étrangères à s'installer en Côte d'Ivoire. On a des services de l'accompagnement, création d'entreprises, domiciliation jusqu'au volet marketing, comptabilité et commercial. J'ai intégré l'art dans mes services. C'est une façon pour faciliter l'introduction des entreprises étrangères dans l'économie ivoirienne à travers des investissements dans l'art. Dans le but de comprendre son mode de fonctionnement et de l'aider à évoluer, Key Abidjan a reçu la visite d'un membre de l'ONUDI. Ce dernier est venu faire la promotion de l'industrie 4.0. De façon sommaire, l'industrie 4.0, c'est une industrie qui utilise des technologies, certaines technologies digitales et son application dans l'industrie. C'est la mise en
c'est la 4e révolution industrielle, comme en fait. C'est un concept qui est né depuis la dernière décennie, depuis 2011-2012. Je suis acquis à Abidjan pour être en contact direct avec des entreprises. Des explications bien accueillies par qui Abidjan? On est directement dans le projet du 4.0 et ça nous fait énormément plaisir d'accueillir tous ces directeurs qui sont là et chefs de projet et formateurs et tout. Et le président de l'UNUDI. Et nous, on a annoncé aujourd'hui qu'on met à disposition de l'industrie 4, la digitalisation de l'industrie 4.0, notre bureau, la société pour créer un programme de recherche et développement, un centre de recherche et développement pour les aider à faire du réseautage et de faire du smart et faire travailler les jeunes ivoiriens et tunisiens et faire cette combinaison de ce projet et réussir ce projet. Abidjan évolue dans plusieurs domaines, notamment l'étude de marché, le consulting, le coworking, l'afterwork thématique, l'événementiel, le digital et bien d'autres. Au chapitre gouvernance, l'inspection générale d'État veut amener les acteurs de contrôle des ministères ainsi que les managers à s'approprier la méthodologie et les outils d'élaboration de la cartographie des risques, du plan de mitigation et du plan d'audit basé sur les risques. Pour ce faire, l'IGE, en collaboration avec le PAGEDES, initie un séminaire qui va durer du 4 au 15 décembre à Abidjan. Issa Badini a suivi pour nous le premier jour des travaux. Dans cette salle, des directeurs et chefs de service venus des 5 départements ministériels, les eaux et forêts, les ressources animales et halieutiques, l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, les mines du pétrole et de l'énergie et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Objectif, s'approprier la méthodologie et les outils d'élaboration de la cartographie des risques, du plan de mitigation et du plan d'audit basé sur les risques. À l'initiative, l'inspection générale d'État. Le contexte, c'est qu'en fait, l'inspection générale d'État a une mission, conformément à son décret, une mission d'appui méthodologique aux institutions de contrôle de l'ordre administratif en sa qualité d'organe supérieur de contrôle de l'ordre administratif. Et conformément aux directives de l'UEMOA qui institue effectivement une formalisation, une harmonisation des pratiques de contrôle conformément aux normes internationales, nous avons initié depuis 2011 en fait une série de séminaires portant sur l'élaboration de la cartographie des risques au niveau d'un certain nombre de ministères. Ça porte sur les aspects qui permettent donc aux acteurs qui sont là de maîtriser comment identifier, évaluer et mettre sous contrôle les risques qui sont associés à leurs objectifs de gestion. Et comme vous le savez, la gestion des risques est une dimension qui accompagne la programmation basée sur les objectifs et permet donc d'atteindre ces objectifs-là de la manière la plus pertinente en évaluant les risques associés. Et c'est une exigence de la bonne gouvernance. Ces séminaires qui démarrent ainsi sous les yeux de Daouda Berté et qui représente à cette occasion l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile, va s'étendre jusqu'au 15 décembre. Il est le fruit, faut-il le rappeler, de la collaboration entre l'IGE et le PAGEDES, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. La CUFPOD a célébré la réussite de sa 6e promotion d'experts en ingénierie du genre lors d'une cérémonie solennelle de remise de certificats. Soulignant l'importance de l'égalité entre les genres, cette formation innovante vise à doter le monde d'experts capables de planifier et mettre en œuvre des interventions cohérentes pour un développement équitable. La présidente du Sénat, Kandia Camara, marraine de l'événement, a contribué à faire de cette journée une célébration mémorable des réussites individuelles et de l'engagement vers un avenir égalitaire. Diane Cablancan et Maru Seri. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, QFPOD a célébré la réussite de sa 6e promotion d'experts en ingénierie du genre lors d'une cérémonie de collation des grades qu'elle a organisée. L'objectif est de remettre de manière solennelle les certificats aux experts en ingénierie du genre ayant terminé avec succès leur formation. Cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'hommes qui se sont inscrits.
Et là, c'est parce que nous avons fait ce qu'on appelle la discrimination positive. Il faut que les hommes et les femmes travaillent ensemble. Et quand on a remarqué qu'il y avait plus de femmes inscrites en ingénierie du genre, le genre c'est pour le développement, on a fait la discrimination, on a favorisé les hommes et cette année ils sont plus nombreux. Et on a fait 9 mois de formation, comme je disais, c'est le temps d'une grossesse et aujourd'hui c'est le cours de l'accouchement. On a des experts qui sont formés, qui ont des outils, qui comprennent le développement, qui savent détecter les discriminations et les corriger. C'est ça qui est important. Le monde reconnaît de plus en plus que les inégalités entre les genres entravent la croissance économique, le progrès social, la réduction de la pauvreté et le développement global. Consciente de cette réalité, la communauté internationale, à travers la QF-POD, s'est engagée dans une lutte résolue contre ces inégalités, cherchant à créer un environnement propice à la promotion du genre en tant qu'outil essentiel de développement. Le message de la présidente du Sénat, elle est tout simple, c'est l'élévation, la promotion du genre qui est en train d'être célébrée. Et le président de la République qui a une vision du genre pour la Côte d'Ivoire, qui est matérialisée ce matin par cette distinction de 71 récipiendaires, montre le leadership féminin. Cette formation pratique et innovante, sanctionnée par un certificat co-signé par la QF-POD et le CIRES, vise à doter la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde d'experts de haut niveau capables de concevoir, de planifier et de mettre en œuvre des inventions publiques et privées cohérentes. Cette cérémonie a également assuré la visibilité et la valorisation du certificat de formation en ingénierie du genre, renforçant ainsi la reconnaissance internationale de cette qualification. Et parlons de distinction, entrée en 2024 avec les clés du succès. Ceci est le thème d'une cérémonie qui a permis de distinguer les acteurs de développement. Les Oscars du développement, c'est une initiative de Sumum Group. C'était au Jardin des Rails au Plateau le week-end dernier avec Issa Badini. Ils sont de la société civile, agents de l'État ou encore des chefs d'entreprise. Leur dénominateur commun ce soir, c'est qu'ils ont tapé dans l'œil du jury de Sumum Group. Et ainsi reçoivent-ils des Oscars en tant qu'acteurs performants de développement. C'est un prix qui souligne l'engagement de notre organisation pour le développement durable. Et ce prix démontre que nous avons mené des actions qui ont contribué à construire un monde durable. Je suis très heureux d'être honoré ce soir par ce prix et vraiment ça me dépasse. Voilà, donc je suis très ravi, c'est vraiment joie. Ce sont nos valeurs que nous cultivons au niveau des deux, surtout le sacrifice. Et aujourd'hui ça a été payé par ce groupe. Et on est fiers et heureux de savoir que ce qu'on fait, c'est que les actions qu'on pose à l'édifice du développement de l'Afrique est au moins une reconnaissance. De la joie et de la reconnaissance pour les lauréats donc, mais ces distinctions pour les managers généraux de Sumum Group sont aussi une façon d'inviter à la culture de l'excellence. Le message ici, c'est de créer la saine émulation dans la société et de dire que tout ce que nous entreprenons, nous devons le faire avec la volonté d'exceller, avec la volonté de bien faire, avec la volonté de produire des résultats positifs et des résultats qui auront un impact dans la société. Les Oscars des acteurs performants du développement, l'initiative est à sa 7e édition. Cette édition qui ont permis de distinguer entre autres l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara ou encore le ministre Kofi N'Guessan Lataï. Et toujours dans cette dynamique de célébration de l'excellence, le samedi dernier, la 5e édition des Awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines a récompensé les entrepreneurs les plus méritants de l'année au Sofitel Hôtel Ivoire.
Organisée par AB Communication, cette soirée de gala avait pour thème Cannes 2024, grand rendez-vous sportif et opportunité d'une Afrique qui gagne. L'objectif était de proposer des solutions pour un accès plus facile au financement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises du continent, afin de favoriser un développement inclusif et de créer des richesses et de l'emploi à travers le sport. Le compte-rendu de Michel Brou et de Doumbia Yuba. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan était paré aux couleurs de la 5e édition des Awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines. Les chefs d'entreprise, d'institutions, managers et hommes d'affaires étaient présents à ce rendez-vous de distinction. Plusieurs catégories étaient concernées, telles que l'innovation technologique, le développement durable, l'entrepreneuriat féminin, etc. Les nominés ont reçu symboliquement à tour de rôle un trophée et un parchemin, signe de réussite et d'engagement en faveur du développement économique de l'Afrique. C'est le prix du meilleur manager hôtelier que j'ai reçu pour tous les actes que nous avons posés au niveau des Grands Bassam. Et disons que je dédie ce prix-là à ma grande ville, à la ville des Grands Bassam. Nous sommes heureux de recevoir ces deux prix qui consacrent plusieurs années de travail. Effectivement, nous avons plusieurs prix, mais les prix de ce jour nous confortent dans notre position. L'entrepreneuriat n'est pas une chose aisée et facile. Et si aujourd'hui nous sommes récompensés, c'est une très très bonne chose. Et je pense que les événements comme ceux de ce soir sont des événements qui permettent effectivement de valoriser les compétences des entreprises. Le président de AB Communication a souligné l'importance du sport en tant que levier de développement économique. Il a également mis en avant l'importance de soutenir les petites et moyennes entreprises qui sont le moteur de l'économie africaine. L'idée, c'est la célébration de l'excellence, c'est la promotion de l'entrepreneuriat et du développement social et économique. Un pays marche avec l'entrepreneuriat, avec l'économie, son économie, avec l'initiative privée. Donc, d'abord encourager l'initiative privée, encourager les meilleurs et monter au pinacle les choses, ceux qui doivent servir d'exemple pour que les générations futures suivent le rythme. Et donc, il s'agit d'amener l'État à soutenir l'initiative privée, mais aussi au niveau de l'État, tous ceux qui font les institutions, donc, mais qui ont un caractère social et économique, de permettre leur développement dans un esprit d'excellence et de performance. La 5e édition des Awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines a distingué plus de 63 prix aux élites dans tous les secteurs d'activité pour leur engagement en faveur du développement économique de l'Afrique. Cette édition a réuni plus de 900 personnalités et se veut le plus grand rendez-vous africain de distinction des acteurs de développement économique et social. Vivement la prochaine édition. Restons toujours dans la célébration des entreprises où une entreprise s'est démarquée le samedi dernier aux Awards des entreprises. Une soirée prestigieuse qui a su mettre en lumière le talent et le travail acharné des entreprises les plus innovantes du moment. Suivant ce reportage que signe Michel Brou. Un trophée et un parchemin, voici le résultat du mérite reconnu au DMEB, au dîner gala de prestige lors de la 5e édition des Awards des entreprises. Ce prix a été remis au directeur de cette entreprise en reconnaissance du rôle de sa compagnie dans la promotion, l'innovation et le développement. Cette société a été désignée meilleure entreprise de distribution de matériel électrique en Côte d'Ivoire. Cette distinction vient récompenser le dynamisme et l'implication dont le DMEB a fait preuve tout au long de l'année. La remise de ce prix a été l'occasion pour le DMEB de remercier l'ensemble de ses partenaires, les entrepreneurs innovants et les entreprises qui croient en leur potentiel. Déjà, regardez mon visage. Voilà, ici je suis ici très heureux et je suis content du travail bien fait. Je dis merci aux organisateurs. Le message, c'est de dire toujours de travailler. Et que le fruit se trouve au bout de l'effort. Le travail bien fait est reconnu ce soir. Quand je donne ce message, je dis merci aux organisateurs, je dis merci à nos autorités et puis je souhaite bonne fin d'année à tous. Notons que le DMEB est spécialisé dans la distribution de matériel électrique. Elle fait partie des nominés à cette 5e édition des Awards des entreprises.
Cette cérémonie restera dans les mémoires comme un moment clé de reconnaissance du talent et du travail acharné de tous ceux qui œuvrent au développement économique et à l'innovation. Intéressons-nous à présent au club service dans cette édition. Les régions 31, 33 et 35 du district 403A2 du Lions Club International étaient récemment en séminaire. L'objectif de cette rencontre était de faire comprendre et accepter la mission 1.5 aux membres Lions de ces régions. Le thème choisi est Mission 1.5, une opportunité pour nos clubs. Quelle stratégie? Le point avec Ami Koro et Tima Traoré. Le gouverneur du district 403A2 du Lions Club International, les présidents des régions 31, 33 et 35, les responsables et officiels Lions de tous ordres, c'est toute la crème du lionisme en Côte d'Ivoire qui s'est retrouvée récemment à la salle des banquets du ministère des Affaires étrangères. L'objectif visé à travers la tenue de ce séminaire est l'adoption et le déploiement de la mission 1.5. Sous la thématique Mission 1.5, une opportunité pour les clubs, quelle stratégie? Le gouverneur du district 403A2, Daniel Sampa, a invité les Lions à épouser cette nouvelle donne pour l'adoption d'un code de bonne pratique, activer le recrutement de 150 nouveaux membres, valider un processus éthique des radiations des membres et approuver les best practices en matière de rétention des membres. Ce matin, nous nous retrouvons pour une traditionnelle réunion annuelle des régions de Côte d'Ivoire en particulier. Et donc cette réunion-là consiste à faire un bilan, mais surtout à réfléchir sur les perspectives de notre association. Perspectives qui, pour les prochaines années, veut que nous puissions être capables de recruter à l'échelle mondiale de plus de 1 500 000 membres et pouvoir être capables d'impacter positivement plus d'1 milliard de personnes. À travers la mission 1.5, présentée à l'occasion par Jean-Claude Criot, le Lions Club International, dont la mission est le service, veut renforcer ses actions. Pour atteindre ces objectifs, le recrutement de 1,5 million de nouveaux adhérents et les maintien au sein du Lions Club jusqu'à l'horizon 2025 est une nécessité pour faire face aux besoins croissants des collectivités. Ce séminaire a été marqué par la présence de Djeket Minata, directeur de cabinet adjoint du ministère des Affaires étrangères. Elle a, au nom du ministère en charge des Affaires étrangères, salué les actions du Lions Club et réitéré son engagement à apporter son soutien aux actions de l'organisation. Chers Lions, dans notre monde contemporain, plein d'incertitudes, marqué par des conflits et des crises multiformes, vos actions donnent de l'espoir. Se mettre au service des autres est un sacerdoce qui exige un don de soi dans le dépassement de soi. Des propositions, résolutions et recommandations ont été faites par l'Assemblée et introduites au cabinet du gouverneur Lions pour leur application. Et direction l'intérieur du pays. La contrefaçon est un fléau qui gangrène depuis des décennies l'économie ivoirienne. Pour y faire face, la Côte d'Ivoire a mis en place le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Le comité était en campagne de sensibilisation et de formation à Aboisseau et à Noé. Le compte-rendu de nos reporters. Bureau des douanes de Noé. Des responsables du Comité national de lutte contre la contrefaçon sont face à des douaniers. Objectif, former ces soldats de l'économie ivoirienne à la détection des produits contrefaisants, surtout que la contrefaçon des produits rime souvent avec la contrebande. Il s'agit ici d'informer les agents de douane sur les mécanismes de la contrefaçon pour que eux qui sont à la frontière, donc qui réceptionnent les produits de contrefaçon qui viennent de l'étranger, sachent quelle attitude tenir lorsqu'ils sont en face d'un cas présumé de contrefaçon. Et donc les agents de douane ont cette fonction-là, de dire, d'informer des faits qui sont portés à leur connaissance ou qu'eux-mêmes ils ont révélés dans leur mission pour que le Comité national de lutte contre la contrefaçon prenne le relais et traite le dossier jusqu'au bout. Avant Noé, le Comité national de lutte contre la contrefaçon a expliqué le fléau aux populations d'Aboisseau réunies dans la salle des fêtes de la mairie. Elles ont été informées sur tous les aspects de la contrefaçon, mais également
sur les peines encourues par toutes les personnes qui s'y adonnent. Message bien reçu par les populations. Je crois qu'il faut consommer ce qui est bon, ce qui est naturel. Parce que les contrefaçons nous amènent aujourd'hui à atteindre trop de maladies, surtout les maladies chroniques. Vu l'ampleur du fléau et ses conséquences néfastes sur la santé des populations, tous doivent donc s'engager à combattre cette pratique. Ma mission ici consistera donc à engager tous mes collaborateurs, ceux en charge du commerce et de l'industrie ici, mais toutes les forces de l'ordre, mais aussi toute la population, en termes de recherche d'infractions, en termes de recherche des personnes qui seraient porteuses de produits contrefaits. Il s'agit donc pour nous de faire en sorte que les produits contrefaits ne passent pas par notre région pour atteindre le territoire national. La contrefaçon fait perdre à l'économie ivoirienne chaque année des centaines de milliards de francs CFA. Dans la région du Goa, à Gagnoa, une entreprise s'est engagée à recruter plusieurs jeunes des villes de la Côte d'Ivoire afin de résorber le taux de chômage et lutter contre l'immigration clandestine. Cette structure se nomme PCP Express. Elle est spécialisée dans les domaines de l'import-export, le transit et dédouanement au service public national et international et désormais implantée dans 4 villes du pays. Elle a récemment inauguré 4 de ses agences à l'intérieur du pays, nous témoigne Gervais Amani. Daloa, Gagnoa et San Pedro sont les villes où sont installées cette structure. À travers l'implémentation de ces agences à l'intérieur du pays, PCP Express répond à l'appel du président Alassane Ouattara qui a décrété l'année 2023, l'année de la jeunesse. Pour ce faire, cette société entend recruter de nombreux jeunes dans ces agences. Partout où elle est passée, PCP a pu rencontrer les différentes couches sociales des populations à travers des campagnes de sensibilisation et rencontres qui ont été faites dans les marchés, maquis et autres espaces publics de Yamoussoukro, Daloa, Gagnoa et San Pedro. Traoré Moussa, le coordonnateur du projet d'implémentation des PCP, a en sa qualité de chef de délégation indiqué que de nombreux clients font déjà partie du portefeuille client de cette structure. Vous avez besoin d'un nouveau véhicule. Vous commandez en France, vous commandez en Allemagne. Mais comment retrouver ce véhicule commandé ici à Gagnoa? C'est à travers le réseau de PCP Express. Avec une adresse disponible, vous pouvez recevoir votre véhicule ici à Gagnoa. PCP Express se charge d'assurer le transport de votre véhicule, d'accomplir les formalités de dédouanement de votre véhicule jusqu'à sa sortie de transit. De nombreux jeunes ont salué cette politique de PCP qui vise à insérer de nombreux jeunes dans le tissu social et à travers cette activité d'import-export. Alors, PCP, c'est une société de transit qui fait la livraison de colis et l'importation de colis. Donc, pour se rapprocher de la population, elle a décidé d'implanter des représentations dans les plus grandes villes. PCP Express a plus de 10 ans d'expérience en Côte d'Ivoire. Elle est pilotée par des jeunes Ivoiriens avec une grande représentation en France. PCP Express a plusieurs services qui sont entre autres le courrier express, la livraison de colis, le fret aérien et maritime, l'import-export, achat en ligne, le transit, les consignes de bagages et la location de véhicules. Le syndicat autonome pour garantir l'épanouissement des enseignants-chercheurs était en assemblée générale extraordinaire, une rencontre pour dénoncer le traitement infligé à une douzaine de leurs collègues en poste à l'université de Mans. Le SAGEC a aussi formulé des revendications en vue de l'amélioration des conditions de travail de leur corporation, nous témoigne Emmanuel Bonzo. 2 points majeurs sur 4 étaient à l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire du syndicat autonome pour garantir l'épanouissement des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Ils ont porté sur le traitement catégoriel et salarial de leur corporation ainsi que sur la demande d'un statut particulier pour l'enseignant-chercheur et chercheur du pays. L'autre sujet des échanges a concerné le décès d'un des leurs et la sanction jugée injustifiable par le SAGEC à 12 enseignants
en poste à l'université de Mans. À l'issue des discussions et échanges à cet AG extraordinaire, le syndicat, par la voix de son secrétaire général, a produit les résolutions suivantes. Dorénavant, en cas de suspension de salaire ou d'emprisonnement d'un enseignant-chercheur par abus d'autorité ou pour militantisme syndical, un arrêt automatique et systématique du travail sera décrété pour garantir la défense et la sécurité des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Un deuil d'une semaine est décrété dans les universités publiques et instituts de recherche de Côte d'Ivoire, suivi de larges consultations dans les universités et instituts de Côte d'Ivoire. Déposer un mémorandum au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et au ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration. Déposer le projet du statut particulier au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et au ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration pour être pris en compte sans condition dans le document cadre des discussions sectorielles de la tutelle. En attente de réponses réelles à ces revendications, le SAGEC et les organisations sœurs présentes à l'AG extraordinaire se réservent le droit d'observer un arrêt de travail dans les jours à venir. Récemment, à Aboua-Kouassikro, village de la commune de Yamsokro, la journée commémorative des droits de l'enfant organisée par SOS Village Yamsokro a été célébrée en présence de plusieurs autorités de la capitale politique. La célébration de cette 34e édition a eu pour thème « Pour chaque enfant, tous ses droits » avec un sous-thème développé lors de cette journée à Aboua-Kouassikro, à savoir « La crise de l'environnement est une crise des droits des enfants ». Officiellement célébrée tous les 20 novembre, cette journée internationale portait cette année sur le thème « Pour chaque enfant, tous ses droits ». Vu la crise climatique, le village SOS Enfants a décidé de célébrer cette journée sous le thème « La crise environnementale est une crise des droits des enfants ». Une journée au cours de laquelle les enfants ont pu montrer les impacts de la crise environnementale sur les droits des enfants à travers des chants et des sketchs. À cette occasion, le manager général de SOS Village Enfants de Yamoussoukro a remercié le gouvernement pour les actions menées depuis l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 de la Convention relative aux droits des enfants. SOS Village Enfants donc en Côte d'Ivoire voudrait seulement saluer à travers l'action du gouvernement de Côte d'Ivoire les progrès réalisés depuis la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989. À travers ces 54 articles qui mettent en avant 4 principes fondamentaux concernant les enfants. Le thème choisi par SOS Village Enfants vise à attirer l'attention de tous sur les effets dévastateurs du changement climatique afin de préserver nos enfants. Le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a invité la population à protéger les enfants contre les changements climatiques. Le changement climatique et la pollution de l'environnement sont les grands défis des générations actuelles. Ils menacent donc la santé, l'alimentation, la formation et le développement, ainsi que la survie et l'avenir de tous les enfants du monde. Il faut donc protéger les enfants face à tous ces dangers. Notons que cette célébration a vu la présence de la représentante du préfet et des autorités administratives qui ont encouragé la population à respecter les droits des enfants. Après la phase d'identification, leur guérison totale de la fistule obstétricale suivie d'une formation simplifiée en activités génératrices de revenus. Elles sont 50 femmes qui ont bénéficié des kits AGR par l'ONG Yeti et ses partenaires AIBF, l'UNFPA et Coaga. Des kits qui vont leur permettre de s'insérer dans le tissu social et subvenir à leurs besoins. La remise de ces kits s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie de Korogo le lundi dernier. Donner de l'espoir aux exporteuses du fistule en leur offrant des kits AGR, activités génératrices de revenus, afin de les insérer dans le tissu social. L'ONG et ses partenaires, AIBF,
COICA et l'UNPR mettent en œuvre un projet de réinsertion des femmes exporteuses de fistules obstétricales. Il s'inscrit dans un vaste projet de lutte contre cette maladie de la honte. Après leur identification, elles sont référées pour une prise en charge médicale gratuite et enfin de les insérer dans le tissu social. Elles sont 50 femmes exporteuses aujourd'hui qui viennent de bénéficier d'AGR après leur guérison totale de la fistule obstétricale. De 2013 à 2022, l'ONG Yeti a pu réinsérer 673 femmes à Korogo et Séguéla. Les heureux de cette année sont 50. La fistule, cette maladie qui fait si honte à la femme et qui la ronge ultérieurement, se soigne et se guérit à l'hôpital gratuitement. La fistule obstétricale est une communication anormale entre le vagin et la vessie et le rectum qui survient chez la femme à la suite d'un accouchement. Ce matin, je viens de recevoir un cadeau de la part de l'ONG Yeti. Je suis très heureuse parce que ces cadeaux vont me permettre d'avoir un fonds de commerce et de subvenir à mes besoins. Nous ne sommes que honorés aujourd'hui par l'action que nous avons vue. Aujourd'hui, nous pensons que l'ONG Yeti est en train de militer pour que nos mamans en zone rurale aient l'habitude, sinon la culture, d'aller à l'hôpital se faire suivre, se faire soigner avant les accouchements. Je félicite vraiment les initiateurs de cette action et je voudrais que cette activité fasse écho à travers la ville pour que celles qui sont dans cette situation et qui n'osent pas encore en parler sachent que l'espoir est permis. À ce jour, 723 femmes guéries ont été insérées dans le tissu social à travers les AGR à Korogo et à Séguéla. Le reportage était signé Ouattara Daouda. L'ensemble des acteurs clés intervenant dans la gestion du parc national de la Comoé se sont retrouvés récemment à Bandoukou. Objectif, dresser le bilan des activités au titre de 2023 et dégager les perspectives de cette aire protégée pour l'année 2024. On en sait un peu plus dans ce reportage que signe Joseph Assalé. Pendant 2 jours, les participants ont planché sur la gestion du parc national de la Comoé à travers 3 commissions constituées. Au titre du bilan 2023, l'on retient que des résultats satisfaisants ont été obtenus, tandis que les perspectives des années à venir demeurent porteuses d'espoir, selon la direction de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Il faut dire qu'au thème du bilan 2023 de la mise en œuvre du plan d'opération du parc national de la Comoé, d'importants acquis ont été enregistrés pour l'ensemble des programmes de gestion. Comme le note la performance globale évaluée à 56,17%. Au niveau de la surveillance, il faut noter le renforcement des opérations de surveillance avec aujourd'hui le déploiement de la surveillance aérienne. En ce qui concerne le suivi écologique, l'acquisition et l'installation de 3 stations météorologiques qui permettront de collecter de façon automatique les données sur les paramètres climatiques liés au climat. Au niveau de l'appui aux communautés riveraines, cette année, une vingtaine de pompes hydrauliques villageoises qui ont été installées. Les perspectives sont bonnes. Nous sommes sur véritablement une bonne dynamique. La mise en œuvre de toutes ces opérations ont permis de freiner les pressions anthropiques qui se dégagent sur cette aire protégée. Les populations riveraines au parc national de la Comoé vraiment ont beaucoup à apporter au parc national. Le parc national de la Comoé est une richesse non seulement nationale mais internationale, surtout dans un contexte de changement climatique. C'est un espace important pour la conservation de la biodiversité, mais également de lutte contre tout ce qu'on a comme menaces liées au changement climatique. Le plan d'aménagement du parc national de la Comoé sur la période 2015-2024 aura permis de retirer cette aire protégée de la liste des patrimoines mondiaux en péril.
Et à Mans, l'université polytechnique a célébré l'excellence et le mérite. À cette occasion, les responsables de l'institution ont dressé le bilan académique de cette année d'exercice. Selon Ouattara Jean-Marie, vice-président chargé de la pédagogie, l'université polytechnique a à ce jour produit 1281 diplômés en licence, en master et doctorat, qui se taillent des taux de réussite qui varient de 42 à 100%, tous cycles et toutes filières confondues. Théodore Kanga. 3 ans après son ouverture en février 2016, l'Université polytechnique de Mans célèbre chaque année l'excellence et le mérite. C'est en 2019 que le président de l'institution, Coulibaly Lassina, a instauré la célébration des meilleurs. Pour l'année académique 2022-2023, l'université a enregistré 424 diplômés formés, dont 272 diplômés de licence, 123 masters et 29 ingénieurs. Le professeur Coulibaly Lassina, président de l'université, a saisi l'occasion pour manifester sa reconnaissance à tous les acteurs de son institution, notamment les enseignants-chercheurs et les partenaires. En célébrant le mérite et l'excellence, cela nous permet d'inscrire nos apprenants au cœur de la problématique de l'embauche, de l'insertion professionnelle. Donc en les présentant, ça crée de la confiance. Les étudiants eux-mêmes excellent et nous avons un environnement apaisé. Et vous avez vu tout à l'heure les industriels témoigner de la performance de nos étudiants dans leurs entreprises. Et donc en célébrant l'excellence, ça crée de la motivation chez les apprenants, ça donne de la confiance aux employeurs et voilà pourquoi nous persévérons à organiser ce type de cérémonie. Les actions participent à la notoriété et à l'image même de l'Université polytechnique de Mans. Ça participe aussi à son ancrage au niveau des entreprises. Vous avez vu défiler plusieurs entreprises ici et cela augure d'un avenir radieux. Les élèves apprennent à connaître leur futur employeur, c'est déjà très important. Les nouveaux diplômés n'ont pas caché leur joie de recevoir le sésame qui leur ouvre désormais les portes de l'emploi. Je viens de recevoir le fruit de 5 années de souffrance, 5 années de plaisir, parce que durant ces 5 années, on a vécu le pire et des moments vraiment de joie. Selon le premier vice-président de l'université, Ouattara Jean-Marie, après 7 années d'exercice, l'UPM Mans a formé 1281 diplômés avec une représentation de 26,6% des femmes. La société coopérative Anne Wadé des mareyeuses du port de pêche a organisé une assemblée générale élective sous l'autorité de la Fédération nationale des mareyeuses de Côte d'Ivoire. À cette occasion, Hortense Adjoa-Conan a été élue présidente de la coopérative des mareyeuses Anne Wadé de Grand Béribi, nous dit Abel Kouao et Diekou de Silva. Allocution et sensibilisation des mareyeuses de la coopérative Anne Wadé de Grand Béribi, et cela par l'envoyé de la présidente Déborah Monique. Objectif: comment et pourquoi faut-il se mettre en coopérative? Puis l'on est passé à l'élection de la nouvelle présidente de coopérative. À partir d'aujourd'hui, président de Anne Wadé. À la proclamation des résultats, Hortense Adjoa-Conan a été élue présidente de la coopérative des mareyeuses de Grand Béribi. Le gouvernement aide les femmes à être autonomes. Et nous, en étant dispersés, on ne pouvait pas profiter de ces aides-là. On ne pouvait pas profiter de ces formations. Donc on s'est assis, on a réfléchi, on a dit au lieu de pagayer seul, on n'a qu'à se mettre ensemble. L'union, parce que c'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on est fort, c'est ensemble qu'on va plus loin. Et pour qu'on soit ensemble, il faut aussi s'harmoniser, il faut aussi qu'on nous reconnaisse, il faut avoir une attestation légale. Je tenais à remercier le gouvernement ivoirien qui met tout en œuvre pour qu'il puisse avoir l'autonomisation des femmes. C'est nous qui allons recevoir les partenaires extérieurs pour des financements et puis aussi pour l'élaboration de certains projets et aussi leur financement. Notons que cette élection de la présidente de la coopérative Anne Wadé de Grand Béribi a opposé 2 candidates. Elle s'est déroulée dans une ambiance bon enfant.
En image à présent, le fonds d'impact d'investissement de la Mastercard Foundation a annoncé un investissement total de 27 millions USD dans 3 sociétés d'investissement africaines spécialisées dans le financement des startups. L'objectif de la Mastercard Foundation est de stimuler l'innovation technologique en Afrique pour participer à la transformation numérique du continent. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Continuez de suivre Business 24, la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs.